Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 14 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, mais je suis ravi de parler de l'OM ce soir avec Hugo. Une soirée où en fait globalement on est plutôt pas mécontent de ce qui s'est passé ce week-end. On n'a pas à rougir de la prestation de l'OM et ça fait du bien pour une fois. Comment ça va Hugo ? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va super. Si on se retrouve ce soir, Hugo, c'est rapidement pour débriefer, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé donc samedi après-midi à 17h, lorsque l'OM a reçu donc le FC Nantes au stade Vélodrome, toujours sans public. Mais on était donc sur une situation un petit peu compliquée pour l'OM, qui restait sur la dernière défaite en Ligue des Champions contre Porto, 2-0, sans avoir montré grand-chose. Mais pourtant, l'OM, au bord de la crise, en tout cas avec les supporters, restait sur 3 victoires consécutives en Ligue 1. Donc Tout à fait. aborder ce match contre Nantes avec certes de l'incertitude, la peur de basculer peut-être du mauvais côté de la barrière, mais en définitive, ça s'est plutôt bien passé pour les hommes d'André Villas-Boas. Ouais, et puis je trouve qu'on s'en sort plutôt bien en Ligue 1 pour l'instant, bon, au-delà des chiffres et du classement. Le jeu reste assez moyen, dans tous les cas, et c'est ça qui pousse les supporters à être un petit peu agacés, d'être allés voir les joueurs avant le match de samedi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les années précédentes, toutes les équipes qui ont joué la Ligue des Champions et qui avaient, on va dire, pas suffisamment de bancs, ont eu des saisons très compliquées. Je pense à une année à Nice, je pense une année à Lille, il y en a eu d'autres. Par exemple, l'année dernière, Lille, finalement, si on regarde la première partie de saison, c'est-à-dire de août à leur sortie de Ligue des Champions, leur saison est très moyenne. Ils reviennent bien, c'est pour ça qu'on craint pour notre place en deuxième partie de saison, parce que Lille commence à jouer bien à partir du moment où ils sortent de la Ligue des Champions. Et nous, ce qui est intéressant depuis qu'on a commencé la Ligue des Champions, c'est que finalement, bon, même si on est très très mauvais en Ligue des Champions, en championnat, d'un point de vue purement comptable, on est loin d'être à D'être la d'être à la ramasse, ouais. Mais alors, exactement d'être à voilà. la ramasse, c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce que j'allais te dire, c'est vrai que ouais, très très mauvais, ça tu peux le dire. Bon, on en a parlé déjà dans des débriefs précédents, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est terrible parce que maintenant il y a même plus d'espoir et même plus de. Enfin, je te dis, il y a plus d'espoir. Demain mardi, on va jouer quand même recevoir l'Olympiakos. Donc, s'il y a quelque part un point à prendre, si on peut le dire en l'espérant quand même très fort, s'il y a un point à prendre, s'il y a une malédiction à faire tomber, un record à arrêter définitivement, à limiter à 13 défaites consécutives, ça serait le moment de gagner un match. Hein. Ça serait le moment de faire un match nul ou de gagner un match demain contre l'Olympiakos. Donc on l'a dit, en Ligue des Champions, c'est quand même très très compliqué. Mais en championnat, le fait d'avoir peut-être, tu vas me dire ce que tu en penses, joué des grosses équipes en définitive dès le début du championnat, avec une rencontre contre Lyon, avec une victoire contre le Paris Saint-Germain, avec aussi, je crois qu'on a rencontré Lille, Lille. semble-t-il. Est-ce que peut-être le fait de rester donc sur ces 3 matchs-là contre, alors dans l'ordre le plus ancien, donc Lorient, une victoire 1-0 un petit peu chanceuse au bout de l'ennui, Strasbourg, une victoire 1-0 un petit peu chanceuse au bout de l'ennui avec Morgan Sanson, 2 matchs à l'extérieur, et donc maintenant le FC Nantes, donc une victoire pour le rappeler quand même 3-1, l'OM a mené 3-0 à un moment donné dans le match avec l'ouverture du score par Florian Thauvin dès la 2e minute. Ensuite, Dimitri Payet qui trouve le chemin des filets à la 35e. Dario Benedetto sur penalty à la 60e. Bon, il a fallu un but de Ludovic Blas à la 73e côté nantais pour remonter un petit peu le niveau en face. Mais oui, on est sur un OM qui est plutôt solide en championnat, en tout cas qui a une belle série après avoir affronté quelques gros. Oui, c'est intéressant le paradoxe avec la Ligue des Champions. Et finalement, si on regarde le match de l'OM samedi en analyse très basique, on se dit pourquoi il joue pas comme ça tout le temps. Parce que clairement, samedi, c'est le meilleur match de l'OM qu'on voit purement en termes d'occasion et d'animation depuis le début de la saison, ça sans aucun doute. Et même si on va plus loin, c'est avant l'interruption Covid en début d'année 2020, ça faisait un moment qu'on était un petit peu moins bien et qu'on gagnait les matchs, on va dire grâce à des exploits de Payet, Au donc forceps, grâce ouais. à une bonne solidité, mais on n'était pas très très bien. C'est pour ça qu'on a commencé à craindre pour notre place de second. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, on a fait un vrai bon match en animation. Il y a deux questions qui se posent quand même. Une question, c'est est-ce que finalement, on a fait un bon match uniquement parce que nous, on a été performants dans le mouvement et dans l'implication, ce qui est possible que on a eu beaucoup plus de mouvement que le début de la saison, c'est une certitude. Ou est-ce que c'est aussi parce que Nantes
à une intensité qui est bien moindre que les équipes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant en Ligue des Champions, par exemple. Je prends l'exemple, Rongier sur son ouverture sur le but de Thomas au début du match, plein axe comme ça, l'ouverture, que Thauvin puisse prendre 2 mètres d'avance sur ses défenseurs, c'est qu'il y avait un petit fil derrière. Le deuxième but, Cuisance, il sente comme dans un fauteuil. C'est vrai. Le troisième but, allez, c'est une erreur assez basique quand même. Et c'est intéressant de voir que finalement, les erreurs qu'on fait avec les champions, on les refait pas aussi en Ligue 1, parce que le nombre de relances qu'on rate en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. C'est vrai que contre Porto, ça avait pas loupé. Non, contre City, même Rongier, je crois qu'il avait fait une belle relance dans les pieds contre City. Et contre Porto et contre aussi. Porto, c'était, rappelle-moi, Tchaleta Sarr, je crois, qui fait C'est ça. une mauvaise Non, relance aussi. oui, c'est ça. Contre l'Olympiakos, Ouais, à ma vie. ouais. Enfin, on a fait pratiquement tous les matchs. Ah Et ouais. puis même quand on prenait pas de but, on en perdait quand même pas mal des ballons. Bah Bah. non, En fait, justement Hugo, je me permets de t'interrompre. Tu parles de peut-être potentiellement Nantes qui rentre pas dans le match, qui prend un but à la deuxième, ou qui a une intensité voilà, à offrir, une opposition à offrir, un cran en dessous de ce qui se fait en Ligue des Champions. J'entends bien. Mais est-ce qu'on peut pas se poser cette question-là aussi dans l'équipe, ils en parlaient, j'ai lu ça ce matin. C'est la première fois que Villas-Boas pose son décor avec un quatuor Cuisance, Thauvin, Payet, Benedetto. Cette petite formation, en tout cas, cette pièce ce petit rouage dans le mécanisme olympique de Marseille, est-ce que ça n'a pas quelque part bien fonctionné dans ce match-là aussi? c'est très probablement parce qu'en fait, on se rend compte que Cuisance, il a une créativité. Alors, il est encore jeune et il a encore plein de choses à améliorer, mais il a une créativité qui, à l'origine, est largement supérieure à ce que propose Sanson et Rongier. Ah, c'est vrai que Sanson, il est complètement à la masse depuis plusieurs matchs déjà. Ça fait même plusieurs mois qu'il est un petit peu en dessous de Il ce est qu'il un peu fait. fatigué physiquement, oui. Ah oui, Sanson, à la base, son gros point fort, au-delà euh, de sa qualité technique qui est assez honorable, son point fort à Sanson, c'est cette capacité à se positionner entre les lignes et justement à faire des appels dans la verticalité. oui. C'est l'inverse, c'est là où il était le plus C'est intéressant. ça. Il arrive Et lancé et il saisit aussi des opportunités comme ça. Il traverse les lignes, comme tu dis. Ouais. exactement. Et puis, quand un milieu de terrain fait un appel vers l'avant, le problème, c'est que si ce ne suit pas forcément tout le temps. Donc ça fait que du coup, ben, il va tout complètement désorganiser une défense. Donc le Sanson, c'est super intéressant. Sauf que pour le faire, il faut être physiquement au point et il faut avoir un petit peu de confiance. Là, le problème, c'est que Sanson, depuis le début de la saison, c'est un peu plus limité. Après, tu m'as dit une bêtise, c'est lui qui marque Contre Strasbourg. face à C'est Strasbourg. ça, c'est lui qui nous sort de l'ennui. Mais tu Et t'as ça pas peut également tort. relancer. Ouais, ça peut le relancer aussi, mais t'as pas tort quand tu parles de confiance, parce que Sanson, dis-moi si je me trompe, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'il est annoncé comme sur le départ, comme étant C'est ça. une tête de liste Une qui peut valeur marchande partir. intéressante, C'est ouais. ça, avec Strootman, c'est des mecs dont on sait potentiellement qui font pas spécialement partie du projet, en tout cas qui pourraient très rapidement dégager pour faire des liquidités. C'est ça. Et en fait, mais ce qui est intéressant du coup avec Rongi, avec une variante comme Cuisance, c'est que c'est quelqu'un qui va vraiment apporter un toucher technique que Sanson ou Rongi n'ont pas. Ils ont des qualités Sanson et Rongi, mais Cuisance c'est quand même d'un point de vue vision du jeu, capacité à jouer vers l'avant et à apporter quelque chose. La disponibilité, c'est quelques crans au-dessus, c'est-à-dire que vraiment Cuisance, ce qui était super intéressant face à Nantes, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait besoin de disponibilité pour aller chercher, pour récupérer un ballon et pour jouer vers l'avant et proposer une occasion, il était toujours là pour Ah demander ouais, le ballon et pour lancer direct. il s'est beaucoup Et, projeté. Ouais. et j'exagère un petit peu en disant ça, mais sinon la principale qualité qu'on voyait par exemple à Maxime Lopez l'année dernière, c'était sa disponibilité C'est vrai. l'année précédente. Après, il avait pu discuter quand on avait le ballon dans les pieds pour aller chercher des passes vers l'avant qui avaient du sens, mais en tout cas, il était toujours disponible. Si Cuisance, il a cette capacité à être disponible et en plus de ça à donner des ballons vers l'avant qui sont intéressants, Mhm. il a une marge de progression qui est assez intéressante. Bien sûr, en plus tu l'as dit, si tu le compares naturellement à Maxime Lopez, bah, c'est sûr qu'il aura peut-être un impact physique plus important. Il est un petit peu plus grand. Costaud. C'est vrai, voilà, il est un peu plus massif, il faut le dire aussi, un peu plus athlétique. Non, mais pour le coup, c'est vrai que c'était une bonne surprise. Et en tout cas, voilà, voir l'OM rentrer dans son match de manière sérieuse, en tout cas, voilà, dès le départ, une première occasion, première opportunité, tu transformes ça. C'est vraiment super. Hein. On est d'accord. Et ça change tout. Ça change tout. On joue le même match avec la même envie face à une équipe qui a aussi peu de pression, mais en étant beaucoup plus, en ne mettant pas ce but de début,
avec la pression qu'ont les joueurs par rapport à la résultat en Ligue des Champions, au bout d'une demi-heure fébrilité, on galère et c'est beaucoup plus compliqué tout de Ouais, suite. on l'a déjà vu plein de fois ce Là, match, hein, ce match où tout nous échappe, où en tout cas tu n'arrives pas à mettre vraiment je vais pas dire le pied sur le ballon, mais en tout cas à concrétiser tes objectifs, tes actions. Là, on va dire ça, que la question s'est pas posée et ça a bien commencé dès le départ. je suis pas remonté très loin. Hein. Saint-Etienne dans le début de saison, le match, et c'est là Ah oui, où c'est ultra trompeur pour Saint-Etienne en fait ce match-là, ouais. parce qu'on croit que c'est l'OM on croit que c'est Saint-Etienne qui fait un grand match, mais Saint-Etienne fait un match très très moyen. Et c'est l'OM qui n'est pas capable de concrétiser ses occasions. Et ok, Saint-Etienne gagne 2-0 ce match-là, mais en fait c'est un miracle. À noter que C'est c'est un la miracle. dernière victoire de Saint-Etienne en Ligue 1, parce Et qu'ils ont fait oui, match nul contre Lille ce week-end, mais ils n'ont pas gagné depuis leur victoire au Vélodrome en effet. et voilà, il faut savoir que c'était pas une grande victoire c'était pas une grande victoire Alors j'ai vu le match, c'était de pas Saint-Etienne. agréable à regarder du tout, hein. C'est-à-dire qu'ils ont été Non, présents au début, Saint-Etienne, et puis après ils ont doucement faibli, mais l'OM n'a pas été capable d'élever le niveau et de faire ce qu'il fallait, quoi. c'est ça, exactement. Mais en tout cas, pour revenir au match de samedi, voilà, l'OM a pour le coup été capable de marquer vite. Ce qui est intéressant, c'est quand on marque vite et qu'on n'a pas une opposition incroyable en face, qui est supérieure techniquement, physiquement et tactiquement, c'est qu'ensuite on peut mettre le pied sur le ballon, construire et la vendre de façon intéressante. Le plus important peut-être Hugo, est-ce que je rigole en disant ça parce que on s'est moqué, moi le premier, j'étais le premier à critiquer un petit peu, est-ce que c'est pas très important quand même que Dario Benedetto mette fin à ces mois de disette, lui qui n'avait pas marqué depuis le mois de février 2020 contre Nîmes, je crois qu'il avait planté un triplé, il était resté silencieux depuis. Oh, il a eu la responsabilité de tirer le penalty. Est-ce que Payet lui a laissé comme son premier match à Nantes l'année dernière, quand il arrive d'ailleurs. C'est un heureux hasard. Mais cette fois, il l'a mis, son penalty. Et du coup, voilà, peut-être retrouver un petit peu de mojo, un petit peu se relancer, être un petit peu plus frais devant la cage, avoir plus confiance en lui, j'espère. Et je vais même aller plus loin. Je critiquais beaucoup Benedetto ces derniers temps par rapport à ce qu'il apportait Moi même dans le aussi. jeu de l'équipe. Lors d'une podcast qu'on avait fait ensemble après le match face à Oh Porto, oui. j'avais dit que c'était hallucinant ce qu'il faisait. Et ben depuis, c'est une passe face à Strasbourg sur sa rentrée en jeu. Si c'est pas bêtise, je crois il rentre en jeu face à Strasbourg. C'est lui qui fait la déviation pour la demi-volée de Sanson. Et là, au niveau du match, au-delà du penalty qui marque, il y a une activité qui était bien plus intéressante. Il trouve le poteau C'est-à-dire d'ailleurs, qu'il je crois, hein. trouve le poteau, il laisse passer le ballon sur le but de Payet, Mhm. pas de là, et de manière très intelligente. Et il lui manque encore quelques petites choses. Hein. Il y a un moment donné, il y a Cuisance qui décale bien Sakai qui centre. Benedetto, c'est en deuxième mi-temps, Benedetto, il a l'occasion de passer devant son défenseur, ce qui doit être le réflexe de genre de cadre de couper au premier poteau le ballon pour être tranchant. Et là, il est trop loin et il est à 1 mètre à son défenseur au moment où Sakai centre. Donc il y a encore des choses à améliorer. Encore des choses à améliorer. Mais il y a quand même une vraie progression par rapport à ce qu'on a vu précédemment je ne vais pas dire dans l'implication parce que je suis assez convaincu que Benito est Oui, il est impliqué, volontaire. mais dans sa capacité à positionner là où il faut pour apporter quelque chose au bon moment. Et en fait, finalement, ce qu'on note, c'est que Benito, la différence, c'est que quand il était un peu moins bien, il était tout le temps collé devant et il bougeait pas beaucoup. Là, sur ce match-là, Ah, il est très euh, mobile. il est beaucoup plus mobile, il va combiner et tout de suite, ça lui apporte quelque chose en plus. Ouais, il a été très actif, notamment au milieu de terrain. Moi, je vois, j'ai une petite infographie là qui m'aide pendant qu'on discute. Je vois, ouais, il a été présent, surtout bien sûr sur le côté gauche du terrain, mais très présent au milieu de terrain et même aussi dans le camp de l'OM sur le côté gauche. Donc, il n'a pas hésité aussi à revenir, à redescendre au milieu, à proposer des opportunités aux porteurs de balles en dézonant un petit peu. C'est sûr que, voilà, bah, enfin marqué, ça ne peut que lui faire du bien et par conséquent voilà, le libérer, puis nous faire du bien à nous aussi. On n'était pas mécontents samedi après-midi de ce bon résultat. Est-ce que, voilà, on peut aborder maintenant Hugo très rapidement, parce que ça va être demain, hein. Comment tu vas te poser demain, toi, devant la télé? Est-ce que tu attends quelque chose en particulier? Est-ce que... Voilà, comment tu le sens ce match? Je suis assez dubitatif parce que moi je pense que même si par hasard on gagne face à l'Olympiakos demain, hormis le fait de sauver l'honneur, ça ne changera pas grand-chose. Parce que derrière, l'Olympiakos et Porto vont s'affronter euh, à Olympiakos et Porto déjà qualifié. C'est vrai. Donc moi je pense que l'Olympiakos prendra dans tous les cas des points face à Porto et même face à un City qualifié, je suis pas sûr qu'on prenne des points Ah oui, à non, c'est City. sûr. Ouais, City, Donc voilà. City se donnera pas et... Mais en soi, si déjà on monte la même mobilité, la même envie, euh,
que ce qu'on a fait ce week-end. Demain, par rapport au match d'avant, c'est déjà plus intéressant. C'est sûr. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas se tromper. Même si je pense que les joueurs en ont plus mis hier, il n'y a pas trop de doute sur ça, enfin avant-hier, pardon, samedi. Dans tous les cas, il y a le facteur pression qui sera bien plus important mardi. On aura beaucoup moins de maîtrise, on aura beaucoup moins le pied sur le ballon, et ça va être beaucoup plus compliqué de se créer d'occasions et de gagner ce match. Mais ça n'empêche pas que si par hasard on veut redevenir une grande équipe, ça ne sera pas cette saison, on ne va pas se mentir. Mais il faut passer par des moments comme ça et être capable de gagner déjà des matchs face à des équipes qui sont à notre portée. L'OM des années 2010, enfin c'est de l'époque Deschamps, au moment où on allait régulièrement une champion, au moment où on faisait régulièrement des bons résultats, on était capable, on gagnait pas forcément face à les gros, on a rarement gagné face à les gros, c'est même très rarement. Par contre, on a pratiquement toujours gagné contre les petits. Moi, je me rappelle d'un match notamment contre Žilina où je crois qu'on égale le record de Liverpool qui avait, je crois, battu son adversaire par 7 buts ou 8 buts d'écart. Et je crois contre Žilina, Gignac fait un énorme match. Je crois qu'il met un triple ou un quadruplé. Je crois qu'on marque 8 buts. Je crois qu'on fait 8-0 contre Žilina. Donc oui, on avait cette capacité, il est vrai, contre plus petit que soi, de les manger littéralement. Alors il faudra peut-être rester là-dessus. Est-ce que les mots du dernier tifo de la Ligue des Champions qu'on a vu donc au virage sud, soyez des loups, pas des chèvres, j'espère que ces mots-là vont inspirer les joueurs marseillais contre l'Olympiakos demain et qu'on aura le loisir de voir un match avec vraiment de l'envie et surtout un OM vainqueur à domicile chez lui en Ligue des Champions. Et à prendre en compte par contre, pour terminer, qu'aujourd'hui on disait plus petit que soit oui, mais aujourd'hui l'OM c'est le plus petit. L'OM est le plus petit de cette l'OM est le plus petit aujourd'hui, ouais. Mais il faut qu'on reapprenne. C'est comme on a appris aux alentours des années 2005, on a recommencé à faire une Ligue des Champions. On a pris quelques années à être performants. Bon, là, on a vraiment été catastrophique cette année, et la fois d'avant aussi. Mais si on n'enchaîne pas, ça sera assez rare qu'on sera performant. On a qu'à regarder Rennes, on louait leur match au début de saison. Et ce qu'ils faisaient, on était beaucoup plus patient qu'avec l'OM. Bien sûr. Parce que c'est leur première saison en Ligue des Champions. Exactement. Mais par contre, ils ont les mêmes résultats. Et en fait, il n'y a aucune équipe. On a beau avoir une ADN Ligue des Champions. Aujourd'hui, hormis Mandanda, on n'a aucun joueur qui a déjà joué des gros matchs Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Je réfléchis rapidement, mais je ne vois pas. Non, il n'y en a pas. On en a le pauvre qui a cumulé, qui est, lui, a joué. Il n'a pas participé à tous ces matchs-là, mais il a connu cette série des 13 défaites consécutives parce qu'il se fait expulser contre l'Inter de Milan lors de la défaite 2-1. Lors de la première défaite, c'est ça qui est quand même qualificative pour jouer les quarts de finale contre le Bayern de Munich et il est remplacé par Ellington Andrade. Donc il aura participé quand même qui aurait cru ce jour-là que cette qualification historique aura été comment dire, le début vers nos 13 défaites. C'est ça, d'une série incroyablement honteuse et qui nous place au centre des moqueries là, en France notamment, mais en tout cas on bat le record d'Anderlecht. Je ne n'enviais pas ce record moi personnellement. On est d'accord. Écoute Hugo, à moins que tu aies quelque chose à rajouter en particulier. T'inquiète pas, là je ferai une petite coupure au milieu, on fera une petite transition pour la sortie. On a pas mal parlé là, c'est bien. Oui, on a pas mal parlé. Non, mais moi c'est bon pour moi. C'est bon pour toi, ok. Ouais, dans ce cas-là, j'ai pas d'autre chose à dire. On fait le petit ending. Écoute Hugo, moi je veux vraiment te remercier d'avoir participé à ce petit débrief du match OM Nantes donc, que nous avons gagné ce week-end. Maintenant, tournée direction la Ligue des Champions, réception l'Olympiakos. On se retrouvera probablement un petit peu plus tard pour débriefer ce match. On espère une première victoire olympienne dans cette Ligue des Champions 2020-2021. Et je te remercie encore pour ta participation et ton envie. Et je te dis à très bientôt dans le Renard des Surfaces. Et à l'OM. Merci à toi et à l'OM, exactement. Ciao Hugo. Ciao. Un petit mot en cette fin d'épisode pour vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter les derniers épisodes du podcast sur la pelote basque, l'OM et le Vendée Globe. C'est extrêmement gratifiant pour moi et encourageant que ces quelques discussions entre copains et autour du sport vous aient plu. Clément, t'avais quelque chose à dire, je crois, non ? Il a fait péter l'audimat. Merci et à très bientôt sur le Renard des Surfaces.